chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle avec Steve Zuniga par StreamYard. Bonjour Steve. Bonjour. Ça va bien? Oui. On parle quasiment en écho. Et en studio, Oui. on a Jeff aussi qui est avec nous. Salut Jeff. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Hey Steve, juste en passant, je suis assis dans ton chaise, je me sens comme toi là, c'est de grande responsabilité. Puissant, hein? Donc j'espère que je vais faire un bon job pour toi, Steve. Ben, il n'y a pas de problème. Sinon, ben là, je vais pouvoir parler aussi à travers. Il y a beaucoup d'informations qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. En fait, Steve, je vais te laisser beaucoup de place aujourd'hui parce que tu as beaucoup de questions à poser à notre invité Louis Galador. Et justement, tu as comme pas mal de questions pertinentes. Puis je veux juste. Oui. Vas-y. Ben, Non, dans le vas-y. fond, oui, j'ai pas mal de questions, autant de façon générale, parce que là, c'est un monsieur qui fait de la traduction d'écriture coop sumérienne, acadienne. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont déjà sorti dans une ancienne époque avec des Jimmy Gueux, avec un autre monsieur qui avait écrit La 12e planète, où ce que ça parlait de pas mal de trucs sur les reptiliens, puis des choses comme ça. Puis d'avoir quelqu'un qui en a fait la vraie traduction, ben ça vient de faire écrouler pas mal de dogmes ou de oui-dire qu'au bout de la ligne, on est très, très loin de la vérité ou de la réalité de ce qui a été vraiment écrit. Moi, je trouve qu'on a une chance inestimable là, parce qu'en fait, recevoir quelqu'un de son acabit, je me dis, crime, il n'y en a pas de gens comme ça ici, je crois, au Québec, au Canada. Je pense pas. En tout cas, s'il y en a, je ne le connais pas. Il y en a quelques-uns. Tu sais, il y a à l'Université Laval, il y a les écrits de Nagamadi qui sont traduites de l'araméen. Et puis, sauf que, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vient nous en jaser à la radio. Et puis, il faut vraiment fouiller très, très loin sur Internet pour réussir à trouver de l'information, dans le fond, sur ce qui a été traduit jusqu'à l'heure actuelle. Mais, tu sais, il y a ce qu'on nous fait croire. Et puis, il y a aussi la réalité, comme je disais tout à l'heure, quand on commence à faire les vraies traductions. Et là, on se rend compte que les choses sont différentes de ce qu'on nous propose. Par contre, d'avoir des traductions, ben, ça nous permet de faire un peu d'interprétation. Donc, c'est un peu pour ça que, tu sais, je vais avoir autant des questions sur son dernier livre qui a fait paraître, et puis des questions de façon un petit peu plus générale, parce que, comme je disais tout à l'heure, ben, il y a beaucoup de oui-dire, de fausses croyances, et puis il vient rétablir la vérité. C'est ce qui est intéressant, puis c'est la raison pourquoi on lui ouvre la porte à ce qu'il puisse venir discuter avec nous. C'est pas la première fois qu'on le reçoit en plus, c'est la troisième fois. Je pense que c'est la troisième, oui. Oui, exactement. Donc, ben, je pense que je vais te laisser introduire notre invité. Ben oui, tu veux-tu l'ajouter à la scène où je le fais? Oui. Et tu le voilà. fais? D'accord. Donne-y la place, exactement. Bonjour, Louis Galador, ça va bien? Oui, bonjour. Tout va bien ici. Excellent. Je veux juste faire un genre de topo parce que je veux lire ce qui est écrit à l'endos pour savoir ceux qui n'ont pas écouté les autres émissions où est-ce que vous étiez présents.
Donc, Louis Galador est un écrivain et diplômé en langue sumérienne. C'est spécialisé en mythologie mésopotamienne durant ses nombreuses années d'études. Ses traductions de tablettes rédigées en écriture cunéiforme sont publiées régulièrement sur son site. Peux-tu me rappeler le site, ton site? C'est comment est-ce qu'on le trouve, ton site? Oui, alors j'ai mon site internet que j'ai développé il y a peu, donc c'est tout simplement louisgalador.com. Et OK. il y a aussi donc mon site Facebook où je publie régulièrement, on va dire, des tablettes sumériennes ou acadiennes qui peuvent être d'acabit, on va dire, administrative comme mythologique. OK. Et là, on a le livre en main, ce que j'ai montré tantôt, Les aventures sumériennes. On dit-tu Gilgamesh ou Gilgamesh? Ou comment est-ce qu'on le prononce? Gilgamesh. Gilgamesh. OK, le S avec le dessus, c'est OK. Parce que j'essayais quand je lisais le livre, je voyais cet accent-là au-dessus. Donc, je présume que c'est un ch à chaque fois qu'il y a ce truc-là. OK. Mais c'est compliqué, c'est très complexe à comprendre, à lire, je veux dire, par les termes qu'eux utilisent. Puis je vois que c'est pas tout à fait la même méthode de comment on est aujourd'hui, comment on vit aujourd'hui. L'époque sumérienne, c'était complètement... c'est mystérieux parce que... Sauf que là, ce que je voudrais faire aujourd'hui avec Steve, que je suis sûre que Steve va être d'accord avec ce que je vais dire là, c'est qu'il y a tellement de symboles et de trucs qui ont été dit sur l'époque, justement, sumérienne. Mais j'aimerais ça que les gens, on essaie, peut-être que ça va te plaire, qu'on montre une autre hypothèse de peut-être ces écrits-là veulent dire autre chose. Parce que je me dis que, comme la Bible, aujourd'hui, on regarde la Bible, il y a beaucoup de paraboles, tout est écrit en paraboles, mais ça veut dire autre chose que ce qui est dit, justement, en réalité. Parce que je vois beaucoup d'histoires comme les montagnes, la forêt, le taureau, aussi l'histoire du taureau, que je me dis, crime, il y a des façons de lire certains écrits, de traduire, mais est-ce que c'était en parabole ou non? Là est la question. Admettons que ça serait des paraboles. Je pense que Steve va avoir des pas pires petites patentes à dire là-dessus. Oui, non, mais c'est juste ce que tu dis quand tu fais justement allusion au texte, on va dire, même de l'Ancien Testament, qui s'appuie beaucoup notamment sur les textes suméro-acadiens et même babyloniens. Il y a beaucoup de paraboles et justement le plus dur, on va dire, à l'heure actuelle, c'est de retrouver, on va dire, les images qu'avaient ces personnes-là à cette époque. Et il est vrai que parfois, dans certains passages, il est difficile de traduire certaines lignes parce qu'on a perdu, si tu veux, l'image qu'avaient ces personnes-là. Ça peut arriver, oui. Et généralement, quand cela arrive, dans les traductions, du moins moi, quand je suis face à une traduction qui me pose problème, il faut que je passe par des assyriologues. Donc, j'écris assez régulièrement à des assyriologues pour leur demander leur avis sur telle et telle phrase ou telle structure grammaticale pour avoir une solution. D'accord. Et offrir, on va dire, la traduction la plus proche du texte original. D'accord. Là, je vais juste lire une partie de ton endo, de ton livre, pour que les gens comprennent un peu ce qui est dans l'histoire. C'est que probable roi historique d'Uruk et héros majeur de la mythologie mésopotamienne ancienne, Gilgamesh fut le protagoniste de l'épopée du même nom et fut rédigé, excusez-les, en acadien à la fin du deuxième millénaire. C'est vraiment le 2 dans le sens où c'est le 11e millénaire, parce que je n'étais pas sûre si c'était les 1 écrits. Le deuxième millénaire. C'est deuxième, hein? Parce que on voit, c'est comme, pour moi, je vois les chiffres 11, mais ça peut être 11 ou ben non, selon si c'est en écriture
en fait. C'est bien le deuxième. Ouais. OK, deuxième millénaire. Avant notre ère, donc il y a 2000 ans, bien avant, 2000 ans avant Jésus-Christ, en fait. Ça se Oui. trouve être ça. Alors, c'est exact, ça- c'est 2000 ans d'écriture, mais en sachant que les mythes de Gilgamesh, pardon, eux sont des mythes oraux qui sont d'origine du 3e millénaire. Donc, si tu veux, les aventures de Gilgamesh, ça s'étale sur 3000 ans. OK. C'est écrit aussi que ce poème, considéré comme le plus ancienne œuvre littéraire de l'humanité, repose en partie sur plusieurs textes en langue sumérienne composés entre la fin du 3e et du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. La différence de l'épopée, ceux-ci peuvent être appréciés en tant que composition individuelle. Ce que je trouve drôle dans tout ça, c'est qu'on retrouve ces écrits-là qui datent de 2 et 3 000 ans avant Jésus-Christ, puis on a de la misère à trouver des écrits de dans le temps de Jésus-Christ. Ce qu'on trouve, on a, mais c'est pas la même. C'est pas. Il y a tellement eu de changements. Il y a tellement eu de textes, faux textes ou de textes modifiés qu'on ne sait plus ce qu'il y en est, mais les textes originaux, je veux dire. Mais j'avais aussi une question parce qu'ils disent ici, parce que je suis dans une page pour des faits sumériens, ils disent que la culture est vraiment de la 19e siècle. Après ça, c'est comme il y a une perdue d'informations. Puis, maman, c'est-tu à cause, puis regarde, ça c'est une raison comme ça, pourquoi qu'on a perdu tellement d'informations à propos de eux? C'est-tu parce que la guerre de religion entre les chrétiens et les musulmans, c'est-tu fait en sorte qu'ils ont détruit beaucoup de renseignements à cause que peut-être cette région-là était plus musulman? Et puis, c'est-tu à cause de ça? Pourquoi on manque tellement de connexion avec cette époque-là? Comme tu disais, il y avait beaucoup d'informations. Donc, j'aimerais savoir, selon votre avis, pourquoi on manque tellement... On connaît bien plus d'autres cultures plus vieilles, pas vieilles, mais plus récentes. Mais elles autres étaient une civilisation bien documentée. Puis il y a un manque, un lien quelque part. Pourquoi que vous pensez? Disons que, alors déjà en termes de documents, il faut savoir que les tablettes donc mésopotamiennes, on a beaucoup plus d'informations. Et en termes de volume, je parle, on a dû peut-être traduire à peine 10%, 10 à 15% des tablettes qu'on a retrouvées. Donc il y en a encore beaucoup qui dorment dans des musées ou dans des universités. Donc déjà, ça pourrait expliquer déjà peut-être une première approche. Mais il y a surtout aussi le fait que peut-être la culture mésopotamienne est peut-être moins mise en lumière que des cultures comme celle d'Égypte, par exemple, ou les cultures gréco-romaines. Nous, je veux dire, les assyriologues en termes généraux ont des idées assez précises sur comment ont évolué, que ce soit les Assyriens, les Akkadiens ou même les Sumériens qui sont les plus anciens. On a quand même beaucoup d'informations sur comment ils vivaient, quelles étaient les divinités qu'ils priaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, etc., comment ils se soignaient. Donc, des volumes d'informations, on en a peut-être que maintenant, le grand public, lui, n'a pas accès aussi facilement à ces données. Ça, c'est plus probable, je pense. D'accord. On va commencer avec tes questions, Steve, parce que je sais que tu en as plein. Oui, bien, dans le fond, on va établir un petit peu, parce que là, dans le type de milieu dans lequel on gravite, on a vu passer des livres comme La 12e planète de Zacharias Sitchin, où ce qui nous arrive avec, je dirais, des demi-vérités, parce qu'il y a des choses j'ai comme l'impression que ça a été son opinion personnelle, plus que des traductions. Mais de la façon que c'est mis à l'avant, c'est comme si c'était lui-même qui a fait les traductions de certaines tablettes finalement, on ne sait pas quelles sont les tablettes. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a une histoire de reptiliens à travers ça et de super êtres humains avec des super pouvoirs qui ont venu créer l'humanité dans ce qu'on retrouve réellement dans les écritures sumériennes acadiennes? Oui, alors ça c'est une bonne question, Steve, parce que j'en ai déjà pas mal discuté sur ma page Facebook, et d'ailleurs j'avais fait aussi une vidéo là-dessus avec Julie Couvreur à l'époque, qui m'avait demandé de faire une étude sur les reptiliens, donc
moi, j'avais bien précisé que mon étude se baserait uniquement sur toute la documentation mésopotamienne. Donc, alors il faut bien savoir, il y a beaucoup de mélange là-dedans. C'est-à-dire qu'on va parler dans un premier temps de ce qu'on appelle les reptiliens. Donc, les reptiliens, ce serait, si j'ai bien compris, donc peut-être que tu le sais mieux que moi, ce serait donc des humanoïdes donc avec des têtes de reptiles, chose que on ne trouve pas dans la culture mésopotamienne. Donc il n'y a pas de représentation. Alors quand je parle de culture mésopotamienne, je parle de tout ce qui est, on va dire, suméro-acadien et babylonien et assyrien. D'accord ? Donc il n'y a pas de trace, on va dire, que ce soit iconographique de ces individus-là. Et dans tous les textes, donc, on va se concentrer sur la mythologie ou même les textes religieux, on ne parle pas d'être, on va dire, de cet acabit. Alors après, il y a des personnes qui nous présentent, on va dire, c'est les figures des petites statuettes qui sont d'origine d'Obéide. Oui. Or, ces statuettes-là, donc c'est toujours, on va dire, dans la zone, on va dire, de Mésopotamie. Mais si tu préfères, on est à peu près à moins 6000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est pratiquement 3000 ans avant la culture sumérienne. Okay. Or, ces objets-là, ces statuettes-là, il n'y a aucun écrit pour nous expliquer à quoi ça servait. Donc, on pense que, d'ailleurs, on n'est même pas sûr que ça représente des reptiles à la base. On pense que c'était des statuettes qui étaient vouées au culte des morts, mais on n'a aucune affirmation sur l'origine et l'utilisation de ces fameuses statuettes d'Obéide. Okay. Voilà. Donc pour les reptiliens, une chose est sûre, c'est que quand on parle de reptiliens dans la culture mésopotamienne, c'est pas possible. Je veux dire, il n'y a pas de texte. J'ai déjà, moi, posé la question donc aux personnes qui me posaient donc, ce genre de questions, à savoir est-ce que telle tablette parle de reptiliens, et en faisant la traduction des 10 tablettes, on se rend compte que généralement, ça parle de tout sauf de reptiliens. Quoi. Mais si tu me permets, juste des fois, quand on regarde quelque chose, là, ça fait tellement longtemps, des fois on regarde quelque chose, on pense que c'est sérieux. Qui disent que peut-être ces statues-là, c'est des jouets pour les enfants? Ah, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible non plus. Ça peut être, c'est ce que je te dis, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que comme le problème des statuettes ou des sauts-cylindres qui n'ont pas d'écrit, c'est que tu n'as pas justement, si tu veux, d'autres objets autour pour te donner des informations. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais comme vous avez dit... Je te donne un exemple concret. Hein. Tu sais, imagine Iron Man. Tu te rappelles du personnage d'Iron Man? Oui. Tu as un mec joué d'Iron Man. Dans l'histoire d'Iron Man, le personnage principal, c'est Tony Stark. Tony Stark, il est blanc, d'accord? Imagine maintenant que tu retrouves dans 3000 ans un Iron Man, on va dire, enfoui dans la Terre, sans rien. Les gens, ils vont me dire, ah tiens, on a trouvé un objet d'une statue, par exemple, qui ressemble à un robot. Ils enlèvent le casque et ils voient que Iron Man, il est blanc, quoi. Tu vas dans les États-Unis et tu trouves donc le Iron Man, mais cette fois avec le personnage noir à l'intérieur. Parce que tu sais que Iron Man, à un moment, Tony Stark n'avait pas, on va dire, la possibilité de prendre l'armure et il avait délégué l'armure à un ami qui était noir. Okay, on le retrouve aux États-Unis. Le même Iron Man, on enlève le casque, il est noir. Qu'est-ce que vont dire les archéologues, à ton avis? C'est deux Iron Man différents, c'est deux cultures différentes? On ne sait pas. C'est un fait, hein, parce que si, admettons, qu'il arrive quelque chose planétairement parlant, je veux dire que c'est quasiment, il reste presque plus personne, et qu'à un moment donné, la vie reprend son cours et qu'on trouve des poupées Hulk. C'est-tu vraiment
Ah oui, mais Ça peut être une histoire à dormir debout comme ça, là. mais regarde, qu'est-ce qu'on voit, c'est que eux aussi étaient toujours en guerre entre eux-mêmes, donc les États sumériens contre d'autres États. Mais qui disent que c'était pas quelque chose qu'ils ont conquis par un autre État, puis eux, ils ont trouvé ça, tu comprends, je veux dire? C'est un exemple, je vais chez vous, puis tu dis, hey Jeff, j'ai trouvé quelque chose incroyable, un artefact, OK? Puis moi, je l'apprends, puis je le ramène chez nous. Puis là, je l'enterre dans la terre. Mais qui disent que c'est l'original? Peut-être que ça vient ailleurs. Peut-être eux autres, ils ont trouvé ça. Parce que qu'est-ce que j'ai lu de eux, Louis? Il disait que les Sumériens étaient vraiment aventuriers aussi. Là. Ils faisaient il faisait beaucoup marchand et puis il faisait beaucoup de trade aussi là, avec d'autres. Donc, je me dis peut-être ça vient ailleurs, puis ils ont eu la chance pour la ramener chez eux. Donc, comme vous avez dit, Louis, puis il y a de gros bon sens, c'est que vous avez dit qu'il n'y a aucun texte qui mentionne ces êtres-là, des reptiliens et tout. Donc, qui disent qu'eux autres, ils ont trouvé ça ou ils ont conquis je ne sais pas, une région, puis eux autres, ils ont trouvé ça, donc ça vient ailleurs. Tu comprends? Donc, pour moi, il y a tellement. Moi, je garde les Sumériens, c'est comme des gens, des gens qui allaient loin, ramasser des affaires. Il y a beaucoup de choses que moi, je pense, des Sumériens, ils ont été capables d'assimiler aussi d'informations des autres. Ça peut, mais sauf que je veux juste lire dans l'introduction du livre qu'est-ce qu'on voit au début. C'est durant les 3 millénaires d'histoire de la Mésopotamie antique, la légende de Gilgamesh fut profondément ancrée dans la culture des peuples qui se succédèrent dans cette région. Selon la liste royale sumérienne, il était le fils d'un démon, Lilu. Je ne sais pas si on le dit Lilu ou Lilu, ou en tout cas, je ne sais pas comment on le prononce. Ou selon une tradition plus commune, Seigneur, il y a des noms à dormir, vraiment. Lugalbanda. Est-ce que je l'ai dit correct? Oui. Lugalbanda, oui, c'est correct. Okay. Le roi légendaire de la ville d'Uruk et de la déesse Ninsun. Sauf que, fils de démon, pourquoi qu'on le considérait comme un démon? Alors, Lilou, ça vient du souffle, de l'esprit. Ah. Donc, il y avait des démons qui étaient... donc, c'est ambigu, si tu veux, ce passage-là. Donc, en réalité, c'est ce qu'on disait auparavant. Il faut bien savoir que les histoires qui s'étalent sur plusieurs millénaires ont tendance à évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve une version qui va te dire que son père, c'est Lugalbanda, qui était un roi mythique de cette ville. Et il y a une version qui dit qu'il était l'enfant d'un esprit ou d'un souffle. Alors, souffle, on retrouve aussi ce mot en sumérien dans Enlil. Enlil, si tu veux, c'est le seigneur du vent, le seigneur du souffle, le seigneur de l'esprit. Donc, ça reste assez ambigu quand même, cette histoire d'avoir un père qui serait un souffle ou un esprit. Justement, mythique. Mythe ou réalité? Là est la question qu'on ne peut pas répondre à ça. Exact. Parce qu'on n'était pas là, puis c'est ça, c'est mythique. J'aimerais juste finaliser avec la partie reptilienne, parce que les pièces qui ont été trouvées, ça peut tout autant faire partie d'un jeu d'échecs comme on connaît aujourd'hui, ça peut faire partie d'à peu près n'importe quoi. Exact. Sauf qu'on a fait beaucoup le tour avec ce que Zachariah Sitchin disait au sujet de ces fameux reptiliens-là. Il y a une des choses aussi qui nous avançait, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été retrouvées dans les écrits, au fait que ces fameux Sumériens-là auraient créé l'humanité de toutes pièces. Oui, non, mais alors c'est toujours le même problème, tu sais, des écrits de Sitchin ou d'autres, on va dire, auteurs modernes qui ont tendance un peu à faire un peu du milkshake avec les croyances et les mythologies. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de démêler là où est le vrai et là où est le faux. Donc, il est vrai que dans la culture mésopotamienne, ce sont les dieux qui ont créé les hommes dans un seul et unique but, c'est-à-dire d'en faire des esclaves pour les servir. Donc ça, c'est dans les premiers écrits sumériens, tu le retrouves, et tu retrouves ça aussi après dans la mythologie, enfin dans les croyances babyloniennes. Ça, oui, c'est un fait.
Il y a aussi le fait, entre les écrits qui ont été trouvés et le moment où les événements se sont vraiment déroulés, est-ce qu'il y a une grande distance entre les deux ou ça a été écrit presque au même moment où les événements se sont déroulés? Non, c'est toujours le même problème, si tu veux, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans les croyances, on va dire, mésopotamiennes. Tu as une fracture, si tu veux, dans le temps, et cette fracture dans le temps, c'est le déluge. Okay. D'accord ? Le déluge, si tu veux, c'est un peu l'avant et après. Okay. Donc pour les Mésopotamiens, comme pour les écrits hébreux, tu as la période, ce qu'on appelle, qui est très lointaine, avec généralement des rois qui ont des durées de vie énormes. Donc ça rentre avant le déluge. Et le déluge, en fin de compte, balaie tout ça et rentre, on va dire, dans ce qu'on appelle la partie historique. Donc, il y a un point commun entre la partie soi-disant biblique et les écrits sumériens. Il y a un point de référence entre les deux qui nous permet de se replacer un petit peu au niveau du temps. Ah oui, tout à fait. Oui. Non, mais il est évident que les écrits, on va dire, de l'Ancien Testament s'appuient énormément sur les textes mésopotamiens. Et moi, je suis pas spécialiste, je suis pas spécialiste de l'Ancien Testament, évidemment, parce que je parle pas l'hébreu. Mais si cela t'intéresse, je t'invite à regarder les cours du professeur Thomas Romer de l'école du Collège de France. Oui. Donc ce sont des vidéos qui sont spécialisées, on va dire, par exemple sur la Genèse, et lui, il fait des enquêtes, justement, sur des passages clés de l'Ancien Testament. Donc là, le dernier en cours, c'était sur la création de l'homme, de la terre et du déluge. Et il explique que ces textes-là s'appuient sur les Numa Elish babyloniens, sur des mythes sumériens ou akkadiens. Donc il le fait très bien, et je pense que ça pourrait vous intéresser. OK. Donc c'est un peu la raison pourquoi que je pose toutes ces questions-là, parce que dans la pochette que tu utilises pour les poèmes de Gilgamesh sur l'épopée, on voit un taureau à l'intérieur. Et puis, je me demandais, est-ce que c'est une histoire qui date de l'époque de l'ère du taureau, puisqu'on a plusieurs ères. Théoriquement, on est supposé d'être à la fin de l'ère du poisson présentement. Et est-ce que ces histoires-là dateraient justement de l'ère du taureau, puisque dans l'histoire, pas du déluge, mais l'histoire de... voyons, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. On était à l'ère du taureau aussi, quand un peuple a été sorti de l'Égypte et que la fameuse retour à Canaan, c'était à l'époque du taureau aussi, dans ce qui est montré de façon symbolique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de symbolique dans ce que nous est présenté au niveau des écrits sumériens akkadiens, que faut vraiment aller avec un peu plus d'interprétation pour vraiment découvrir qu'est-ce qui est mentionné réellement. Parce que même en lisant les poèmes, j'ai lu, je suis rendu à peu près au tiers du livre, et puis je connais pas suffisamment la culture babylonienne, mais il y a certaines choses qui font référence à d'autres informations qui viennent du côté de l'Inde, du côté de Bouddha, ces courants religieux-là, où ce qu'on revient avec des chiffres qui sont déjà connus. Il y a un des passages, je ne sais pas ce qu'on en est rendu, question temps pour la pause publicitaire. Ben, il reste 1 minute, mais à moins que tu veuilles garder ça pour après la pause. Oui, ben, je vais lire le petit poème par la suite après la pause. OK, bon, on va faire ça. On va aller à la pause et on revient tout de suite après. CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info@969fm.ca. Décorasol, la solution clé en main pour la rénovation intérieure. On conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure. Clé en main, découvrez en boutique, céramique, plomberie, plancher et armoire sur mesure par Miralis.
Décorasol, fier détaillant Benjamin Moore à Lévis. 779 route du Président Kennedy à Lévis. Sachez simplement qu'on est le genre que vous voulez autour de la table quand vient le temps de rénover votre cuisine et votre salle de bain. Décorasol.ca. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, t'appelles puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, les ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et Montmagny aussi. Profitez du printemps avec les batteries experts Lévis et Saint-Nicolas. Rabais incroyable sur les vélos électriques en magasin et entretien complet de vélos à seulement 99,95 $. Visitez-nous au 3810 boulevard Guillaume Couture, au 2140 route Lagueux. Faites vite, offre valide jusqu'au 30 avril. Besoin d'une remorque utilitaire? Passez chez Pro Remorque. Ils ont les remorques québécoises Keytrack. Compactes et polyvalentes, elles sont faciles à manœuvrer et sont parfaites pour toutes vos activités en plein air. Les remorques Keytrail chez Pro Remorque. Pour tous vos projets de clôture, alliez-vous à l'entreprise la mieux notée à Québec et Lévis. Clôture Terrien. Notre équipe se démarque par son service incomparable et la grande qualité de ses produits. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783, clôtureterrien.com. Solution Piscine, expert depuis 2009, vous offre des services complets. Ouverture, nettoyage, entretien, fermeture, changement de toile, installation d'équipements et réparation de piscine. Faites confiance à notre équipe professionnelle et assurez-vous un bel été. 88-888-25-27. Solutionpiscine.com. SCH, figure emblématique du rap français. Foulera les planches du Centre Vidéotron pour une première fois en carrière, le 27 juillet prochain. Billets en vente maintenant sur gestef.com et ticketmaster.ca. SCH au Centre Vidéotron, une présentation de Gestef. Toujours en direct de Trévis, Alain Perron, bonjour. Allô, on vous invite à venir nous rejoindre. Il fait beau, il fait chaud, c'est le temps idéal. On est au 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Si vous avez l'opportunité de louer un spa, ici que ça se passe, écoutez, 0% d'intérêt. On a la location de 3 à 5 ans et pour aussi peu que moins de 35 $ finalement par semaine. Imaginez ça. Donc, 35 $ par semaine et moins. Vous avez le spot à votre cours, location de 5 ans. Ça vous donne également l'opportunité à la fin de l'acheter. Et je vous garantis quelque chose, à la fin, il reste pas grand-chose au bout de 5 ans. Donc, c'est une superbe alternative. On a pour vous des mobiliers de jardin et de pavillon outdooring. On a jusqu'à 30% de rabais sur toute la nouvelle collection de mobilier jardin 2024. On vous invite à venir voir nos conseillers conseillères qui vont bien vous diriger vers l'achat ou la location éventuelle de votre matériel. Ça se passe au 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Trévis Lévis, CGMD est sur place. Merci Alain, tantôt. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Louis Galador via StreamYard, Steve Zuniga via StreamYard en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Et c'est Jeff aussi qui est en studio avec nous. Donc, vas-y Steve pour le truc du poème que tu parlais. En fait, je ne sais pas si tu voulais commencer parce que je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées du côté de la page Jaune Parallèle. Je n'ai même pas été voir. J'ai Carl-Éric Vasquez. Est-ce que, puisque l'étude demande une comparaison entre la mythologie et religion de l'époque, on a pu constater une édulcoration de l'épopée de Gilgamesh depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ? Ou bien au contraire, est-ce que la tradition mythologique a pu donner plus de détails essentiels à propos de ce récit?
J'ai pas trop entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai eu quelques interférences au niveau du son. Oui, je vais recommencer. Donc, est-ce que, puisque l'étude demande une comparaison entre mythologie et religion de l'époque, on a pu constater une édulcoration de l'épopée de Gilgamesh depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, ou bien au contraire, est-ce que la tradition mythologique a pu donner plus de détails essentiels à propos de ce récit? Ah, ok. Disons que alors le but de mon ouvrage, c'est donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'épopée de Gilgamesh, comme tu le sais, Steve, a beaucoup évolué au fil des siècles. C'est-à-dire que on a une première version de l'épopée qui est d'époque paléo-babylonienne, et on va dire que la version, donc on est vers le coup de 1800, 1600 à peu près avant notre ère, et on a une version qui est, on va dire, plus classique, plus définitive, vers les alentours de 1300, 1100 avant notre ère. D'accord? Okay. Donc ça, c'est pour l'épopée qui est écrite en akkadien. Donc entre la version, on va dire, paléo-babylonienne et celle qui est plutôt vers 1300-1100, il y a déjà on va dire, des différences qui sont assez notables. Maintenant, si tu prends les 5 tests que tu as à disposition dans mon livre, qui, eux, sont écrits en sumérien, tu te rends compte qu'il y a des différences qui sont assez marquées, quoi, par rapport à l'épopée que l'on connaît sous sa version akkadienne. Donc oui, ça a été réécrit, ça a été sûrement réécrit pour des motifs religieux et politiques, comme tout texte d'ailleurs, on va dire, de l'Antiquité. Et on retrouve ce phénomène aussi dans les textes, on va dire, bibliques. Effectivement, la majorité des gens connaissent la version du roi James et non pas la vraie version. Et que même celle que j'appelle la vraie version, ben, c'est toutes des choses qui ont été écrites beaucoup plus tard que l'époque des événements qui se sont déroulés. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ce qui a été récité est vraiment fidèle aux événements ou ça a été modifié justement pour des raisons religieuses ou politiques. Parce que si on se rapporte un peu à la religion chrétienne a été créée par les Romains et on ne sait pas s'il y avait vraiment un Jésus ou pas. Par contre, on nous relate cette information-là et quand que je disais, on peut faire un peu d'interprétation et aller vers d'autres courants religieux ou d'autres courants spirituels qui nous parlent des mêmes informations, mais pas avec le même vocabulaire. C'est là qu'on commence à comprendre que il y a beaucoup de raisons politiques pourquoi on nous avance les récits de cette façon-là. Il y a toujours eu une espèce de tentatives pour manipuler un peu l'humanité, nous garder un peu en esclavage, nous garder sur une manipulation entre deux bornes pour qu'on puisse effectuer le travail de d'autres. Mais oui, non, mais alors même sans rentrer dans un discours, on va dire, de manipulation des masses, ce qui est peut-être possible, mais même juste en partant d'un texte, on va dire, sumérien, et en se déplaçant vers une langue akkadienne, en sachant que, comme je te disais, ces textes en akkadien sont écrits vers 1900 et 1006 à peu près, pour te donner une idée. Il faut que tu saches que la langue sumérienne était déjà à cette époque-là une langue morte. Enfin, on pense que déjà à cette époque-là, le sumérien est une langue morte, c'est-à-dire que le dernier, on va dire, la civilisation sumérienne s'est écroulée vers 2000 avant notre ère. D'accord? Et donc, il faut savoir que déjà, il y a déjà un premier problème, on va dire, d'écriture. Et puis, mano mano, que tu vas avancer dans le temps, c'est-à-dire que tu vas t'écarter de cette date de la chute de la civilisation sumérienne, quand tu arrives à 1000 ans avant notre ère, bah, tu as déjà 1000 ans qui se sont écoulés entre 2000 et moins 1000. Donc 1000 ans, c'est énorme quand y penses. Et donc, tu peux te rendre compte que les traductions peuvent avoir les traducteurs ont sûrement eu des difficultés à maîtriser correctement le sumérien, quoi. Ne serait-ce que d'un point de vue purement traduction. OK.
question comme ça, avant que je lise la partie du poème. La majorité de ces tablettes-là, c'est des fragments qui ont été trouvés, qui ont permis de reconstruire le texte? Alors oui, alors tout dépend des textes. Alors tu as des poèmes qui sont retrouvés, je dirais pratiquement dans leur intégralité sur une seule et unique tablette. Okay. Et puis tu as des mythes ou des poèmes parfois qui sont reconstitués à partir de plusieurs fragments qui peuvent venir aussi de différentes villes. C'est pas impossible non plus. Et ça, c'est le gros travail des assyriologues qui reconstituent ces poèmes comme si c'était en fin de compte des puzzles, quoi. OK. Puis, toutes ces tablettes-là, est-ce qu'elles ont été retrouvées un petit peu partout à travers le monde ou ça a été retrouvé dans un endroit qui est plus conscrit pour tout ce qui est sumérien et akkadien? Alors, pour ce qui est des textes mésopotamiens, on va dire que la grande majorité, 90%, se sont retrouvés donc en Mésopotamie, hein, c'est-à-dire sur le territoire irakien et dans le Proche-Orient, ce qu'on appelait le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire au niveau de toute la partie, on va dire, d'Israël, Syrie, tous ces pays-là, jusque dans le sud de la Turquie. Maintenant, personnellement, avoir retrouvé d'autres tablettes cunéiformes de langue suméro-akkadienne dans d'autres continents, j'ai pas souvenir, honnêtement. OK. J'ai pas souvenir. Donc, c'est encore possible qu'il y ait des tablettes qui soient retrouvées prochainement, qui n'ont jamais été retrouvées avant, ou que certaines tablettes soient révélées parce qu'ils ont été vendus à des collectionneurs privés? Ah oui, ça, oui. Ah oui, ça, c'est encore. Oui, ça, tu peux très bien demain retrouver une tablette, on va dire, à New York, parce qu'elle a été achetée au noir. Oui, ça peut arriver, oui. Et on a peut-être d'ailleurs perdu peut-être des poèmes magnifiques à l'heure actuelle. Le grand public n'a peut-être pas accès à ce genre de poèmes parce que ça a été acheté par des privés, oui. Quand même fascinant de savoir que l'histoire peut se propager d'un pays à l'autre parce qu'il y a des collectionneurs, justement, mais sauf que le fait de faire ce genre de truc-là et de ne pas rapatrier tous ces anciens textes à un seul même endroit, ça nous fait nous couper de l'histoire, en fait. Un petit peu, ton micro même pas ouvert. Merci. Non, mais moi, je pense que c'est une vol carrément. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que ça devrait être illégal d'acheter des artefacts comme ça. Ben oui, mais si c'est au noir, c'est sûr que c'est fait illégalement. Oui, mais c'est parce que, comme tu dis, un exemple, on a un texte, puis le texte, il y a une partie de la texte qui peuvent changer carrément l'humanité. Mm-hmm. Et dans un tiroir quelque part, dans un mégardaire, dans une maison. Puis moi, je pense énormément que toutes ces affaires-là devraient retourner pour être étudiées parce que je pense que qu'est-ce qu'on voit avec cette civilisation-là, on voit juste un peu de la réalité. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui, si à un moment donné, on va se retrouver et d'autres choses de cette civilisation-là qui va faire un gros impact de notre... Puis moi, d'après moi, je pense, puis ça, c'est mon opinion à moi, puis peut-être, Louis, tu as une opinion différente, mais d'après moi, je pense que cette civilisation était plus avancée qu'on pense à ce moment. Disons, Jeff, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je trouve que c'est fondamental. Si tu veux, c'est quand tu as un artefact, par exemple, une statuette ou même une tablette qui se retrouve sur le marché noir, tu perds généralement, si tu veux, l'histoire de sa découverte. C'est-à-dire, on ne sait pas spécialement dans quel temple ou dans quelle ville ce document a été retrouvé ou cet artefact. Et ça peut poser problème après, justement, pour comprendre, si tu veux, qu'est-ce qu'il veut représenter ou qu'est-ce que le texte peut vouloir dire. Parce que des fois, on utilise aussi, si tu veux, dans les traductions, en fonction de si le document date de telle et telle époque,
telle et telle expression peut se traduire d'une façon ou d'une autre. Et donc, si tu perds cette histoire de la découverte, ça devient problématique. Quand même. Ben, c'est vrai. Écoute, c'est ça. Puis, si la tablette ou l'artefact qui devient endommagé, ou qui manque des bouts, parce que on voit bien qu'il y a des signes que tu expliques, ou justement en début du livre pour dire quand il y a un manque ou c'est illisible ou qu'il manque des mots parce que la tablette est cassée, coupée, peu importe. Mais je trouve que c'est bien faux. Sauf que ça fait travailler l'imaginaire. Mais Louis, j'ai une bonne question pour toi. Puis je voulais demander toujours quelqu'un qui est un spécialiste dans ce domaine-là. Comment qu'on peut devenir le dialecte de la langage sumérien quand ça fait tellement longtemps que personne parle de ce dialecte-là? Comment que les archéologues peuvent dire « Ah, mais ce mot-là, ça veut dire ça » ou « Cet hiéroglyphique, ça dit ça » et tout. Donc, comment que les scientifiques sont capables de vraiment comprendre et de voir un petit peu plus côté linguistique vers les Sumériens? Comment ils sont capables de faire ça? Alors, si tu veux, alors déjà, le sumérien, on est dépendant de la vision qu'avaient les Akkadiens et les Babyloniens. C'est-à-dire pour le sumérien, on a retrouvé des tablettes bilingues, donc qui te donnaient par exemple le mot en sumérien. À côté, tu avais sa traduction en akkadien. Et tu avais une troisième colonne qui te donnait, si tu veux, la façon comment on prononçait ce mot. D'accord ? Donc, ces tablettes, c'est un peu de leur embarras parce que ça nous a permis, si tu veux, de comprendre comment on pouvait se prononcer certains mots, on va dire, sumériens. Évidemment, toujours en étant dépendant de ce qu'avaient compris les Akkadiens de cette langue. Donc, en fin de compte, c'est toujours, si tu veux, on part toujours d'une langue qu'on connaît et on essaye de partir à la découverte à partir de tablettes qu'on a à disposition qui nous permettent de nous appuyer sur les connaissances acquises sur la première langue pour aller sur la deuxième. Mais là, Louis, là, que tu viens de dire qu'il y avait des tablettes, qu'il y avait la traduction, ça veut dire que ces gens-là, les Sumériens, étaient bien plus connectés avec d'autres civilisations là, énormes. Là. Donc, ils peuvent avoir pas une contamination de d'autres cultures, mais on pourrait dire que peut-être certaines choses sumériennes ne peuvent être pas locales, mais ça peut être quelque chose qu'ils ont assimilé, que ça peut être étrange, là, qui vient ailleurs. Là. Non, mais tout à fait, Jeff, tu as parfaitement raison, dans le sens qu'on parle généralement de culture suméro-akkadienne. Dans le sens que ce sont deux peuples qui ont vécu côte à côte et qui, assurément, bon, ils ont eu des échanges, ça on le sait, et même d'un point de vue, on va dire, religieux par exemple, on a des croisements, ne serait-ce que par exemple pour la déesse Inanna, qui était la déesse de l'amour et de la guerre, qui se faisait appeler finalement Ishtar chez les Akkadiens. On retrouve, si tu veux, des croisements comme ça de divinités qui ont été ensuite absorbés en fonction du peuple qui dominait à un moment donné, on va dire, la région, quoi. Donc oui, comme tu dis, la culture sumérienne a été polluée par les Akkadiens et vice-versa. Là, Steve, j'aimerais entendre ton coin où est-ce que tu parles de poésie. Ben, Jeff a ouvert la porte à une autre question que j'avais, puis il a comme mis la table un petit peu. Ça fait Excuse-moi. Ah non, ben c'est bien correct. Ça fait combien de temps qu'on est en mesure de traduire les textes sumériens akkadiens? Ça date pas il y a 1 an ou 2 ans, là, ça date de combien de temps à peu près? Non, je dirais que c'est déjà vers 1800, fin 1800 et des poussières, début 1900, déjà on avait fait des progrès assez importants dans la traduction. Honnêtement, j'ai pas trop les dates de quand vraiment la première tablette sumérienne a été traduite, j'ai plus trop, mais je sais déjà que
on a François Thureau d'Angin qui, lui, était vers le début de 1900 et des poussières, faisait déjà des très bonnes traductions qui, encore aujourd'hui, nous servent pour étudier certaines tablettes, quoi. Donc, on va dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a vraiment on a fait d'énormes avancées, notamment grâce à l'informatique, parce on peut, si tu veux, avoir accès à des milliers de tablettes online, et on peut travailler, si tu veux, de la maison à partir de dictionnaires qui sont aussi disponibles en ligne, et on peut faire un excellent travail sans être, on va dire, dans un musée ou dans une université, on va dire, spécialisée dans ce domaine-là, quoi. Donc, on arrive même, si tu veux, maintenant à faire des photos 3D de tablettes. Et on arrive à jouer, si tu veux, à déplacer la tablette en fonction de certains degrés et de jouer avec la lumière pour faire ressortir les signes cunéiformes, ce qui nous permet de mieux comprendre ce qu'avait écrit à l'époque le scribe. Parce que dans le fond, ces tablettes-là ont été écrites sur quel type de médias? Les gens s'attendent habituellement à des choses qui ont été écrites avec un crayon et un papier, mais dans le cas de l'écriture cunéiforme, ça a été écrit de quelle façon? Donc, c'était avec des calames, donc des morceaux de roseau, et on utilisait la pointe du calame, et la tablette, c'était de l'argile. OK. Donc, est-ce qu'il y avait une possibilité de datation pour l'argile? Une possibilité de datation, tu veux dire? Ben, datation, un peu comme la datation au carbone 14 et d'autres techniques qui existent aujourd'hui. La matière en tant que telle, est-ce qu'elle pouvait être datée? Alors, je pense qu'il y a. Alors, tu me prends un peu de cours parce qu'honnêtement, c'est pas le genre de. Comment dire? C'est pas nous. Alors, si tu me demandes comment moi je fais pour reconnaître une tablette, à savoir de quelle époque elle est, on a plusieurs possibilités, nous, en tant qu'épigraphiste. On a déjà évidemment le style d'écriture qui évolue, on va dire, en fonction des siècles. Donc, en fonction, si tu vas être, par exemple, au 3e millénaire ou au 2e millénaire ou au 1er millénaire, tu verras que les signes cunéiformes évoluent. Donc, ça, déjà, pour nous, c'est une première référence. Ensuite, après, en fonction des éléments qui sont mentionnés dans la tablette, ça nous permet à nous, on va dire, épigraphistes, de comprendre quand a été écrite plus ou moins la tablette. Maintenant, qu'il existe des techniques, on va dire, qui permettent de savoir quand la tablette a été produite en fonction de, comme tu dis toi, le carbone 14, je pense que c'est possible, mais moi, à mon niveau, je n'utilise pas ce genre de procédé. Okay. Ben, juste le fait de voir justement la sorte d'écriture, de la façon dont c'est écrit, ça donne un bon indice aussi, en effet. Mais Steve, tantôt, tu parlais d'un poème que tu voulais dire, que tu voulais lire. Je suis en train d'étirer ça pour la prochaine pause parce que T'es wise. Parce que, tu sais, le fait que Louis nous mentionne depuis à peu près quelle époque qu'on est en mesure de traduire les fameuses tablettes sumériennes et tous les trucs de Zacharias Sitchin, de ce qu'on nous a sorti, est-ce possible que depuis l'époque qu'on peut traduire ces tablettes-là, est-ce que c'est possible que des gens mal intentionnés aient sciemment brisé, cassé des tablettes? Parce que le Moyen-Orient, l'Irak, tout ça, il y a eu plusieurs guerres, là, la guerre du Golfe et ainsi de suite. Il y a des palais qui ont été détruits. Est-ce que certains gouvernements ou certaines castes ont décidé de briser une partie de notre histoire pour qu'on en sache le moins possible? Mm-hmm. Ouais. Ou sans savoir qu'il y avait une histoire. Oui, même sans parler de notre époque moderne, il y a eu des rois qui voulaient effacer toute trace de leurs prédécesseurs ou des peuples qu'ils avaient conquis. Et ils ont brûlé les temples et on va dire les palais où se trouvaient tous ces documents. Et certains ont disparu, d'autres ont été retrouvés. Mais oui, dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, c'est un phénomène assez récurrent. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas fin, qui a fait quelque chose de pas correct, ben, il ne voudrait pas laisser de trace de ça. Parce que là, c'est lui qui va passer pour le
Ouais, Le pas fin, là. Ouais. On va s'arranger pour faire une guerre, il faut détruire il y a des écrits là qu'il ne faut pas qu'il y ait en main, il ne faut pas que ça se sache, sauf qu'à un moment donné... c'est comme la religion. Regarde récemment, là, avec ISIS, là, l'État islamique, en Irak, ils ont été dans les endroits archéologues, puis ils ont détruit des statues et des affaires, des artefacts très anciens, là. Donc, on voit clairement l'humanité est vraiment... Regarde juste la bibliothèque Alexandre en Égypte. Alexandrie, excuse-moi, ma tête anglaise, là. Donc, était brûlée. Donc, tu vois clairement que... Ça, ce que j'avais demandé à Louis à cause les crusades là, religieux, ça aussi, ça fait un gros impact côté archéologie aussi, là. Donc, pour moi, quand je vois ça, des fois, c'est dur à comprendre. Vas-y, Louis, excuse. Oui, non, mais tu as raison. Mais il y a une chose aussi qui était assez fréquente dans les conquêtes mésopotamiennes, on va dire, notamment durant le premier et le deuxième millénaire. On a des traces écrites. Quand, par exemple, un roi allait conquérir une ville ennemie, il allait généralement dans le temple prendre la statue donc, de la divinité Polyade de la ville conquise et il la ramenait dans sa capitale. Comme pour affirmer, si tu veux, pour dire nous, on a pris le dessus sur cette divinité, enfin, on a pris le dessus. On vous enlève, on va dire, votre attache, on va dire, religieux et on va le ramener chez nous comme pour vous faire voir que c'est nous qui vous dominons, quoi. Un peu comme un pays qui remet son drapeau à un autre pays qui vient de le conquérir. C'est ça, ouais, exactement. Tu enlèves, en fin de compte, si tu veux, toutes ces attaches, on va dire, religieuses et culturelles, et tu les déplaces. Un peu comme ont fait finalement les Babyloniens quand ils ont pris Jérusalem. Ils ont ensuite déporté, on va dire, toutes les personnes savantes et nobles, on va dire, de Jérusalem, et ils les ont déplacées vers Babylone. OK. Je vais sauter du coq en l'âne avant qu'on aille vers la pause. Le roi Nebuchadnezzar et Gilgamesh, c'est quoi la distance en termes de temps entre les deux? Tu peux me redire, excuse-moi? Le roi Nebuchadnezzar et Gilgamesh, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme temps entre les deux? C'est à peu près 2000 ans. À peu près 2000 ans. 2000 ans de distance? À peu près, donc, oui. Parce qu'il faut se dire que si Gilgamesh a existé, c'est dans les dynasties archaïques, et ça oscille entre 2009, 2004, 2003, et généralement, les assyriologues pensent que ce serait autour de 2006. OK. Donc, je ne sais pas, Carole, si tu es prête à aller vers la pause publicitaire. Bon, on peut y aller tout de suite. Mais il va falloir que tu parles de ton poème tantôt. Oui, ben c'est... Une suite. C'est la raison pourquoi j'ai posé la question au sujet de Nebuchadnezzar, parce que je veux faire aussi un lien... parallèle avec ça. Oui, sur des prophéties bibliques, parce que je vais mentionner le mot tout de suite, là, le colosse au pied d'argile, c'est quelque chose qui a été mentionné du côté un peu plus biblique, mais on parle du roi Nebuchadnezzar. Donc, je vais faire un lien là-dessus et un sujet qu'on a déjà mentionné à Zone Parallèle. Donc, je vous fais mon agace, je vous laisse là-dessus, puis on va aller à la pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après avec un des poèmes qui est mentionné dans le livre de Louis Galador. Non, restez là. CJMD. Décorasol, la solution clé en main pour la rénovation intérieure. On conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure. Clé en main, découvrez en boutique. Céramique, plomberie, plancher et armoire sur mesure par Miralis. Décorasol, fier détaillant Benjamin Moore à Lévis. 779 route du Président Kennedy à Lévis. Sachez simplement qu'on est le genre que vous voulez autour de la table quand vient le temps de rénover votre cuisine et votre salle de bain.
Décorasol.ca. Défi Évasion est à Lévis pour donner un maximum de fun à tout le monde. Un divertissement assuré avec 4 salles thématiques différentes pouvant accueillir de 3 à 7 personnes par jeu. Des jeux d'évasion de 60 minutes pour tous les niveaux de difficulté. Autant pour les familles, amis, collègues et même lors d'une première date. Nous avons un bar sur place pour une consommation d'après-jeu avec une terrasse ensoleillée. Venez vivre une expérience immersive au Défi Évasion Lévis. Pour plus d'infos, visitez le défiévasion.com. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti, le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Cette année, les festivités western de Saint-Victor fêtent leurs 45 ans. Puis c'est moi, Marteau Napoli, votre porte-parole cowboy. Du 22 au 28 juillet, vivez la fièvre du country en plein cœur de la Beauce. En spectacle, Francis de Grandpré, les Québec Redneck Bluegrass Project, Sandrine Hébert, Bleu Jeans Bleu, Johan, puis une soirée spéciale 45 ans avec Caïn et 2 frères. Cette année, il y a 4 rodéos, puis encore de la lutte avec le premier gala de la TUW. Achetez vos billets sur fwsv.ca. SCH, figure emblématique du rap français, foulera les planches du Centre Vidéotron pour une première fois en carrière, le 27 juillet prochain. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. SCH au Centre Vidéotron, une présentation de Gestev. En direct de Trévis, Alain Perron, bonjour. Allô, je vous parle en direct du 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis. On vous invite à venir faire un tour, venir nous rencontrer et vous aurez l'occasion de parler, de bavarder avec nos conseillers et conseillères qui vont bien vous diriger dans l'achat éventuel de votre truc. Et lorsqu'on parle de trucs estival pour vraiment apprécier l'été au maximum, on a évidemment les piscines, on a les spas, on a les accessoires de jardin, les meubles de jardin. Bref, tout ce qui agrémente votre été, nous l'avons ici chez Trévis. On vous invite entre autres à venir voir la piscine creusée 9 par 15. Elle est de modèle structurant, donc 15 pieds. Tout équipé, installé, éclairé, offerte à 19 999 $ seulement. Ça inclut un rabais imaginable de 7 000 $. Alors, tout ça et plus encore. Vous savez également que le temps est déjà là pour partir à la piscine. Ce n'est déjà fait. Alors, on s'occupe de tout ici, finalement. C'est pas compliqué. Vous nous contactez par téléphone ou par web, trévis.ca. Pas plus compliqué que ça. On prend un rendez-vous et on peut aller chez vous, ouvrir votre piscine. Alors, vous n'avez qu'à profiter au maximum de ce bénéfice sans finalement les soucis, les petites choses plates. Donc, venez faire un tour. 4750 boulevard Guillaume Couture à Lévis, CJMD 96.9 et sur place. Merci, Alain. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, en fait, avec notre invité Louis Galador, en direct de la France, et Steve Zuniga, en direct de Saint-Georges-de-Beauce, Jeff en studio, et moi-même. OK, on y va-tu, Steve, avec ton espèce? Oui, fait que le poème, c'est un poème, dans le fond, qui vient du livre de Louis Galador, Les aventures sumériennes de Gilgamesh. Et c'est le 2e poème. Donc, pour les gens qui vont vouloir se procurer le livre, c'est à partir de la page 32. Et c'est un poème qui m'a beaucoup interpellé. Il est long, par exemple.
Je ne lirai pas la totalité du poème. Par contre, je vais me rendre aussi loin que la partie qui m'intéresse de discuter avec Louis. Donc, c'est la version A d'un des poèmes, parce que le poème a 2 versions. Donc, c'est la version A. Le Seigneur tourna son attention vers la montagne du vivant. Le Seigneur Gilgamesh tourna son attention vers la montagne du vivant. À son serviteur Enkidu, il adressa la parole. Enkidu, du fait que personne n'a réussi à aller au-delà de la fin de sa vie, dans la montagne, je vais y entrer et y établir mon nom. C'est dans l'endroit où sont établis les noms que je veux établir mon nom. C'est dans l'endroit où ne sont pas établis les noms que je veux établir le nom des dieux. Son serviteur Enkidu lui répondit, « Mon Seigneur, s'il faut aujourd'hui entrer dans la montagne, Utu devra être informé par nous. Tu entreras dans la montagne pour abattre les cèdres. Utu, le jeune, Utu devra en être informé par nous. Dans la montagne, c'est l'affaire d'Utu. La montagne pour abattre les cèdres, c'est l'affaire du jeune Utu. Utu devra en être informé par nous. Gilgamesh toucha de la main une chèvre blanche. Il serra contre sa poitrine une chèvre rouge, l'animal du sacrifice. Une chèvre rouge, une chèvre blanche. Dans sa main, le sceptre brillant, puis il le plaça devant son nez. Il s'adressa à Utu dans le ciel. Utu, je vais entrer dans la montagne, puisses-tu me venir en aide? Je vais entrer dans la montagne pour abattre les cèdres, puisses-tu me venir en aide? Utu, depuis le ciel, lui répondit cela. Jeune homme, tu es déjà un noble par toi-même, que seras-tu dans la montagne? Utu, je vais te dire un mot, prête attention à mes paroles. Je vais prononcer un éloge pour toi, puisses-tu écouter cela. Dans ma ville, l'homme est mort, le cœur est affligé. L'homme a disparu, mon cœur est malade. Sur le mur du rempart, j'ai tendu mon cou. Le cadavre flotte dans l'eau. On voit cela. Alors moi aussi, je ferai cela. Je serai comme cela. L'homme grand me peut s'étirer jusqu'au ciel. L'homme vaste ne peut recouvrir la montagne du fait que personne n'a réussi à aller au-delà de la fin de sa vie. Dans la montagne, je vais y entrer et y établir mon nom. C'est dans l'endroit où sont établis les noms que je vais établir mon nom. C'est dans l'endroit où ne sont pas établis les noms que je veux établir le nom des dieux. Utu approcha sa main sur ses larmes semblables à un cadeau. Comme l'homme compatissant, il eut de la pitié. Ce sont les guerriers d'une seule mère et sont 7. Les premiers est leur frère aîné aux pattes de lion et aux serres d'aigle. Le deuxième est le Musagtour à la bouche. Le troisième est le serpent Uzungal. Le quatrième est le feu brûlant. Le cinquième est le Musaktal au cœur impénétrable. Le sixième est comme un déluge qui se précipite sur la montagne pour frapper le flanc. Le septième est celui qui étincelle comme la foudre, comme ne peut dévier. Donc, il y a une partie qui est illisible. Le 7 seul, l'endroit. Le royaume pour sortir, Nisartar, tu l'as ajouté. Il connaissait la route sur terre, qu'il trouve le chemin. Là où les eaux de la montagne sont peu profondes, ils le transporteront. Ces 7 guerriers, le jeune Utu, il les donna à Gilgamesh. Le guerrier, le jeune Utu, donna ses 7 à Gilgamesh. Cela causa une vive joie à l'abatteur de cèdres. Cela causa une vive joie au seigneur Gilgamesh. Dans sa ville, comme un seul, il souffla dans le corps. L'homme, comme 2 compagnons ensemble, hurla le rassemblement. Que celui qui a une maison va dans sa maison, que celui qui a une mère va chez sa mère. L'homme seul doit faire comme moi, il doit rallier mon bras. Celui qui avait une maison alla dans sa maison, celui qui avait une mère alla chez ma mère. Chez sa mère. Sa mère, oui. Les hommes seuls firent comme lui, et 50 entre eux se rallièrent à son bras. Vers la maison du forgeron, il dirigea ses pas. L'Axcar et les Agassiliques, ces armes de l'héroïsme, furent coulées.
Dans le jardin ombreux, il dirigea ses pas. Les ébènes, les chênes, les pommiers et les buis y furent abattus. Les citoyens de la ville l'accompagnèrent, les guerriers, les enfants d'une mère seule, les premiers et leurs frères aimés aux pattes de lion et aux serres d'aigle. Là où les eaux de la montagne sont peu profondes, ils les transporteront. Je vais m'arrêter là pour le poème. Il y a dans ce poème-là, c'est dans le fond l'histoire de Gilgamesh qui est à la poursuite de la vie éternelle. Un petit peu plus loin sur le poème, on retrouve qu'il doit traverser cette montagne et abattre des cèdres. Là où ce que ça m'interpelle, c'est le fameux chiffre 7. Oui. Parce que dans ce qui est connu de l'Inde, de Bouddha, on aurait 7 chakras. Et l'objectif à travers de ces chakras-là, c'est un rééquilibre énergétique qui permet de rallonger la vie d'un être humain. Est-ce que ce savoir-là, au bout de la ligne, était déjà connu par Gilgamesh, s'il a existé? Et s'il a existé, est-ce que c'était comme un homme, comme nous? Parce que ça peut être des métaphores, hein? Quand on dit qu'on coupe l'arbre, c'est les branches, est-ce qu'on doit se départir de quelque chose pour augmenter notre... Tu sais, c'est le côté ésotériquement parlant. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, dans ce poème-là, donc c'est Gilgamesh et Humbaba. Donc Gilgamesh se rend compte donc que la vie est courte, hein, même pour une personne qui vit 126 ans comme lui, et il décide donc de laisser une trace dans l'histoire, et pour ça il veut faire, on va dire, un coup d'éclat. Et ce coup d'éclat pour lui, c'est d'aller, on va dire, dans la forêt de cèdre, qui est un lieu, on va dire, éloigné et mythique pour les Sumériens de l'époque. Et Gilgamesh va aller donc dans la forêt de cèdre, couper le bois qui n'existe pas, on va dire, sur le territoire sumérien. Et pour cela, il va devoir combattre donc un être fantastique et monstrueux qui est Humbaba. Or, comme tu le dis justement, on retrouve souvent dans ce mythe le chiffre 7. Donc il y a les 7... on va dire, dragons qui sont envoyés par Utu pour lui montrer le chemin qu'il doit parcourir pour arriver justement à la forêt de cèdre. Mais un peu plus loin aussi, dans ce même mythe, Humbaba dispose de 7 auras, de 7 pouvoirs. Mm-hmm. Okay, et ces 7 pouvoirs, Humbaba va les perdre, car Gilgamesh... va utiliser la ruse pour le déposséder et ensuite pouvoir le tuer. Donc il est vrai que dans la culture mésopotamienne, le chiffre 7 se retrouve très souvent dans les textes, on va dire, d'exorcisme ou dans les textes religieux. On a par exemple aussi les 7 démons que l'on retrouve dans les textes, comme je te disais, exorcisme, notamment d'époque babylonienne. Donc c'est très récurrent de retrouver ce chiffre-là. Maintenant, honnêtement, dans la culture, dans les autres cultures, je sais qu'on retrouve aussi ce chiffre-là, mais je ne saurais pas te dire s'il y a des liens entre, par exemple, la culture indienne ou hindoue avec s'il y a un rapport, on va dire, direct ou non avec la culture mésopotamienne. C'est ça, mais en tout cas, c'est l'étrangeté, justement, que certains chiffres reviennent. Les chiffres les plus qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le chiffre 12, qui fait référence à 12 objets ou 12 choses, un peu comme les 12 astres qui sont un peu nos aires, et ainsi de suite, rattachés à des planètes. Le chiffre 7 qui revient à plusieurs fréquences. Donc, même dans ce qui est présenté dans les poèmes, donc la quête de l'immortalité est quelque chose de quand même bien présent dans cette culture-là où ce qu'on veut rallonger notre vie d'humain.
ou rallonger la vie. Déjà, tu mentionnais un 126 ans pour Gilgamesh. C'est pas trop loin de notre espérance de vie aujourd'hui. Est-ce qu'on en arrive à comment je pourrais dire ça? À arriver à un avancement, je dirais, mental, tel que ce qui était à l'époque de Gilgamesh? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sous-entends par un avancement mental? C'est-à-dire qu'une connaissance profonde de la nature dans laquelle on vit, la nature énergétique, parce que la réalité physique qu'on connaît aujourd'hui, c'est loin d'être le métro boulot dodo de ce qui était à l'époque. Aujourd'hui, l'humanité a tendance à aller beaucoup plus loin que, je dirais ça de même, notre espèce d'esclavage qu'on a aujourd'hui, qu'il faut travailler et ainsi de suite. Est-ce que, justement, on commence à se poser des questions beaucoup plus profondes? Parce que dans le type de poème qu'on lit dans ton livre, dans tes traductions, il y a une très grande profondeur, un très grand respect envers, je dirais ça de même, d'autres dimensions ou d'autres dieux ou d'autres forces qui sont présentes à cette époque-là. Parce que c'était pas juste une question de guerre, on va détruire un royaume. On dirait que les royaumes allaient dans un monde qui était un petit peu plus subtil, à laquelle c'était pas nécessairement palpable avec les différents dieux qui peuplent la mythologie. Oui, disons qu'à cette époque-là, il faut bien comprendre que tu avais un aspect physique et spirituel qui était profondément ancré dans leur culture, ne serait-ce que, par exemple, quand tu tombais malade, si tu tombais malade, c'est que tu avais à un certain moment manqué de respect ou que tu avais fait quelque chose qui avait contrarié les dieux. Et donc, pour te punir, les dieux t'envoyaient, on va dire, une maladie ou un malheur. Et donc, en dehors de la ville aussi. Pardon? En dehors des villes aussi. On te chassait de chez toi. Oui. Ça pouvait. Alors oui, ça vraiment, c'était le summum. Mais pour en revenir donc, par exemple, on va prendre un cas concret, une maladie. Donc le malade avait à son chevet généralement, il pouvait appeler dans un premier temps une sorte de sorcier, on va dire, qui devait comprendre d'où venait l'offense. D'accord? Dans un premier temps, il fallait qu'il comprenne pourquoi le dieu était en colère. Et donc, pour ça, il avait plusieurs outils à sa disposition. Il pouvait lire dans les entrailles d'un animal, il pouvait regarder, on va dire, des événements cosmiques. Pour des événements... Bon, généralement, quand on regardait les événements cosmiques, c'était plutôt pour essayer de découvrir ce qui allait se passer pour un roi, par exemple, ou pour un peuple. Mais pour des trucs plus terre-à-terre, généralement, ils avaient tendance à travailler, on va dire, sur des foies, on va dire, d'animaux. Et une fois que, on va dire, le sorcier avait compris, selon lui, quelle avait été l'offense, il faisait donc des rites pour pouvoir soigner la personne, mais à côté de lui, il y avait donc un médecin qui est plus proche des médecins qu'on a nous aujourd'hui, qui lui venait donner, on va dire, un coup de main au sorcier pour pouvoir résoudre le problème. Donc il y avait deux personnes au chevet, on va dire, du malade pour résoudre, donc, pour faire un diagnostic et pour ensuite donner les remèdes. Je peux-tu poser une autre question qui est pour... parce qu'on voit clairement dans la culture sumérienne, on voit même dans leurs dessins et tout, on parlait des dragons. Et ça, on voit souvent à plusieurs civilisations qui ont eu une connaissance des dragons. Et je voulais savoir, c'est quoi votre opinion sur ça? Parce que pour moi, je vais être avec vous, là, une créature comme ça, un animal, OK, comme ça, qui supposément n'existe pas. Mais je trouve ça énormément drôle comment beaucoup de civilisations peuvent inventer quasiment la même animal. Donc, moi, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez que peut-être
ça existait dans ce temps-là et la grande raison pourquoi ils ont mis beaucoup pas de pictogrammes, mais des dessins à propos des dragons. J'aimerais savoir votre opinion sur ça. Alors, tout ce qu'on appelle les dragons, généralement, pour les Mésopotamiens, c'était les forces, ça représentait comme, par exemple, Tiamat, qu'on retrouve donc dans les Numaalish, c'était des divinités, on va dire, primordiales, qui étaient généralement liées au chaos, on va dire. Et si tu fais attention à certains sauts-cylindres, on va dire, notamment babyloniens, c'est souvent que tu vois, par exemple, un dieu qui se tient, par exemple, sur le dos d'un dragon, comme par exemple Marduk. Donc ça symbolise, si tu veux, la domination du dieu sur le chaos. D'accord ? Maintenant, si ta question, c'est de savoir pourquoi ces formes de dragons se retrouvent dans la culture mésopotamienne et dans d'autres cultures, on entre plutôt là dans un discours, on va dire, peut-être hypothétique. Personnellement, je n'ai pas d'idée précise là-dessus. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont peut-être retrouvé, je ne sais pas, hein, là, j'entre dans l'hypothèse la plus totale. Est-ce que c'est par exemple qu'ils auraient retrouvé des ossements d'animaux préhistoriques et pour eux, ils ont imaginé que il y avait ce type d'animaux qui peuplaient le monde et avec leur dieu auparavant, ça peut être une explication aussi. Maintenant, est-ce que ces animaux-là se ressemblent à 100% par exemple, dans la culture chinoise et l'Amérique du Sud? Peut-être un hasard, je ne sais pas. Mais pensez pas, vous... Oui. C'est très étrange, Louis, là, que plusieurs civilisations partout au monde, là, apparemment, qui n'ont pas eu contact, ils ont inventé un animal mystérique, hein, un dragon, que ça apparaît partout, là, partout, comme vous avez dit, en Asie, en Europe, à l'Atlantique du Sud, Amérique du Sud, quelque part, c'est soit deux choses, puis oui, c'est vrai qu'on c'est pas vraiment documenté, comme vous dites, c'est peut-être une thèse, mais il y a peut-être deux choses. Un, peut-être l'animal existait, OK? Et ils ont vu ça comme une forme de pouvoir, comme le lion, hein? Comme les Anglais. Ils ont beaucoup de symboles royaux avec le lion, mais je me dis peut-être ça. Ou deux, ils ont été plus connectés côté mondialisme et puis ils ont été capables de partager beaucoup de cultures de d'autres, des quatre aspects les quatre coins de la Terre, là. Disons que oui, non, mais c'est. Alors le problème, tu sais, Jeff, c'est toujours le même. C'est les hypothèses, on peut en avoir plusieurs. Le problème, le fond du problème d'une hypothèse, c'est de trouver à chaque fois les preuves qui vont te la confirmer. Oui, quand tu dis, toi, par exemple, que les civilisations disaient comme que tel roi avait la force d'un Ushumgal, par exemple, donc d'un grand dragon, oui, les textes le disent. Le texte le dit, tu as la force d'un Ushumgal, par exemple, ou tu es aussi puissant qu'un Ushumgal. Donc ça, oui, pour eux, il y avait derrière tout ça une idée de force, de puissance. Mais pour en revenir à ta question, est-ce que des Sumériens ou des Mésopotamiens ont passé cette culture, cette information, on va dire, du serpent? Oui, ils l'ont passé au Proche-Orient, ça on a des traces, c'est évident. C'est arrivé par exemple aussi en Turquie, oui, ou peut-être même en Inde après. Est-ce que c'est des sauts de puce qui se sont faits au fil des millénaires? C'est possible aussi. Maintenant, te dire que je ne sais pas, que sur 100 ans, une personne se serait déplacée faire le tour de la Terre pour donner toutes ces informations à tous les peuples de la Terre, c'est possible, on va dire, mais c'est fort improbable, quoi, je pense. Je pense plutôt que ça s'est fait sur des millénaires, à la rigueur, si l'information est passée. Mais je pense que l'information n'est plus là à cause, puis je vais en être avec vous, depuis que les guides de religion moderne a vraiment détruit énormément de contexte, l'histoire et justement la connaissance d'une époque avant parce que vous saviez,
puis j'attaque aucune religion, là, juste parce que souvent, la religion fait en sorte que une connaissance autre, donc s'il y avait justement des animaux ou certains individus comme Gilgamesh qui existaient peut-être, on ne sait jamais, là, écoute, l'Anunnaki, il parlait des Anunnaki, écoute, ça peut être vrai là, que de qu'est-ce qu'on a entendu d'une civilisation très ancien qui ne reflète pas le nôtre. Et puis, avec la religion, ils disent, mais là, ça ne fit pas dans le narratif, on va l'abolir, on va le censurer, on va le détruire pour empêcher les gens pour retourner dans une époque avec une connaissance peut-être supérieure que la nôtre aujourd'hui. Là. Pas parce que les gens habitent la façon de leur vie avec les tablettes en boîte puis tout ça, là, écoute, regarde, non, mais Clay, you know, puis on dit, regarde, juste parce que ces gens-là n'avaient pas un cellulaire dans les mains, ne dit pas que leur connaissance n'était pas supérieure non plus, là. Écoute, les gens plus avancés aujourd'hui, on pense qu'ils sont très intelligents, mais les gens veulent une centaine d'années, ils connaissaient bien plus la mathématique sans utiliser la calculatrice, là, avec leur tête. Donc, je me dis, peut-être c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pointent vers là. Non, mais dans un certain sens, Jeff, tu as raison, mais il faut prendre. Je vais te donner un exemple tout bête. Imagine, par exemple, une civilisation, il y a de ça 100 000 ans, on va dire, une civilisation qui a existé, mais qui a basé, on va dire, sa culture sur le roseau, d'accord, et j'invente complètement, hein, ils ont découvert l'électricité, d'accord? Et l'électricité se faisait sur des matières, on va dire, biodégradables. En 100 000 ans, à ton avis, qu'est-ce qui va rester? Non. Rien du tout. Non. Tu n'auras pas grand-chose. Donc, le problème, c'est que tu ne sauras même pas, si tu veux, que cette civilisation a existé, d'accord? Et c'est le problème, si tu veux, du temps qui passe, qui efface pratiquement tout, quoi. Quand tu te rends compte que ces civilisations sumériennes, ou akkadiennes, ou même babyloniennes, à quel point elles avaient construit, on va dire, des villes qui étaient quand même assez gigantesques. Et regarde ce qui reste aujourd'hui, et on ne parle que de 2000, voire 3000 ans avant notre ère, ce qui est pas grand-chose, quoi. Le problème, c'est que tout est possible. Le problème, c'est que tout est possible, mais on en revient toujours, il faut avoir des preuves et quand il te manque des preuves. Mais Louis, tu as tellement raison que ce que tu dis là, my God, c'est incroyable. Juste garde Détroit, la ville de Détroit. OK? Il y a eu une grosse crise économique. Il y a beaucoup de monde qui ont déplacé de cette ville-là. Tu as des quartiers, villes de 40-50 ans. C'était tout plein de fleurs, des familles, des routes très bien. Aujourd'hui, tu retournes, tu vois quasiment plus rien. Les maisons sont toutes pourries, on tombe à terre, la route n'est plus là parce que la végétation a pris position de tout. Donc, on voit clairement dans 50 ans comment une partie d'une ville non habitable peut disparaître. C'est certain, après, comme vous avez dit, après 1000 ans, 2000, 3000 ans, c'est certain. Et puis, donne du temps des guerres, de migration de personnes. Plus, en plus, eux autres, ils souffraient de... C'est comment ça, de drought? Quand il n'y a plus de pluie, là. Sec. Sec. Sécheresse dans ce coin-là. Donc, ça fait énormément d'impact, là, même les changements climatiques dans cette région-là. Donc, c'est certain que la ville, comme vous avez dit, c'est juste la queue. Et malheureusement, on va dire, la restant de cette civilisation-là est disparue avec le temps. Mais moi, je pense qu'on peut toujours donner un peu de bénéfice du doute qu'il y a encore des indices qui pointent par quelque chose que peut-être nous, on voit dans une façon, mais toujours avoir un esprit ouvert. Comme un exemple, on parlait des dragons et tout. Pourquoi on trouve ça là? Tu comprends? Donc, il doit avoir, puis on parle des Anunnaki, puis plein d'affaires de même. Donc, il doit avoir une connaissance quelque part qu'il garde avec un clé dans un vôtre, là, parce que c'est certain que quelque part, là, il y a encore la trace de cette civilisation-là. Là. Je ne sais pas où tu sais où je m'en vais avec ça, mais j'essaie d'être moins
moins vers mes convictions, mais un petit peu plus comme en général. Tu comprends? Oui, mais c'est vrai, on ne peut que spéculer. C'est tout. Parce qu'on n'est pas là. On retrouve quelque chose, mais on n'est pas là pour confirmer ou faire des affirmations. On fait des suppositions. En fait, c'est pas mal ça. On ne fait que ça, des spéculations. Oui, on commence toujours par des spéculations et des théories au départ. Mais c'est ce que je te disais. Ce qui te confirme, en fin de compte, tes théories et tes spéculations, à 90%, ce sont les écrits. Ben justement. Voilà, et le problème, c'est quand tu te retrouves devant des civilisations qui n'ont pas d'écrit. C'est justement. Quand on va voir Goltibépé, par exemple, on a trouvé ce temple qui a 10 000 ans, mais on n'a aucun écrit pour nous expliquer ce que c'était. Je vais juste regarder une phrase dans ton livre là, que j'ai pris là, comme ça au hasard. Mais je ne l'ai pas pris au hasard, je l'ai sélectionné volontairement. Conscient de sa mortalité. Immortel, ça veut dire. En tout cas, bref. Gilgamesh décida d'accomplir un acte de gloire en effectuant une expédition vers la montagne des Cèdres où résidait le vivant. Ce personnage pouvant désigner le monstre d'Umbaba, chargé de protéger ce lieu sacré. C'est à l'intérieur de la montagne. Tu sais, ce que Steve parlait tantôt du pouvoir que l'être, que nous, on peut avoir, je trouve tellement qu'il y a des mots, des fois, qui accrochent, qui vont dans ce sens-là, dans le sens de la spiritualité, de ce qui a été dit. Comme ça, qu'il est conscient de sa mortalité. Bien, regarde, on va aller voir celui qui a le pouvoir divin. Il y a beaucoup de déesses, de dieux. Ou le savoir. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça, on ne peut que spéculer, mais par contre, des fois, ça nous amène à penser ou à faire des fantaisies. Des liens. On va dire fantaisie, le mot. En tout cas, bref. Mais là, sans vouloir spéculer, il faut aller à la pause. Ça, c'est pas une spéculation, c'est une réalité, mais on revient tout de suite après. 96.9 CJMD, la seule station en direct de Lévis. Pizza Salvatore! Rien de plus lévisien. Il y en a plusieurs dans le hood, mais peu importe, appelle puis ils te livrent vite. La pizza new-yorkaise à Lévis, c'est chez Salvatore. Essayez la méditerranéenne. Oubliez pas la poutine Général Tao. La poutine dessert, les ailes de poulet dont les barbecues ultimes. Vous allez l'adorer. Pizza Salvatore. À Lévis, c'est Pizza Salvatore. Et mon menu aussi. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1 280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis à Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Cette année, les festivités western de Saint-Victor fêtent leurs 45 ans. Puis c'est moi, Marteau Napoli, votre porte-parole cowboy. Du 22 au 28 juillet, vivez la fièvre du country en plein cœur de la Beauce. En spectacle, Francis de Grandpré, les Québec Redneck Bluegrass Project, Sandrine Hébert, Blue Jeans Bleu, Johan, puis une soirée spéciale 45 ans avec Caïn et 2 frères. Cette année, il y a 4 rodéos, puis encore de la lutte avec le premier gala de la TUW. Achetez vos billets sur fwsv.ca. Profitez du printemps avec les batteries experts Lévis et Saint-Nicolas. Rabais incroyable sur les vélos électriques en magasin et entretien complet de vélos à seulement 99,95 $. Visitez-nous au 3810 boulevard Guillaume Couture ou 2140 route Lagueux. Faites vite, offre valide jusqu'au 30 avril. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. À l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, on vire à gauche la pédale au plancher pour vous offrir une adrénaline pure et un divertissement hors pair. Ne manquez pas, samedi le 27 avril, dès 13h, l'Enduro des Érables 300 et la première tranche de la triple couronne féminine. Une commandite de Clément Poulain, pièce d'auto. Autodromechaudière.com. Ta toiture est à refaire? Eh bien, c'est le moment de réserver chez Groupe DBL.
Jusqu'au 30 avril, signez un projet de toiture résidentielle, de bardeau ou de membrane et courez la chance de gagner 2500 $ sur votre contrat. Oui, 2500 $. Faites votre demande de soumission en ligne à groupedbl.com ou communiquez avec eux au 418-681-2522. Groupe DBL. Pour la 3e fois, au bar spectacle Le Quartier de Lune, voyez le groupe métal québécois Sword, l'un des meilleurs groupes de heavy metal canadiens, en performance au bar spectacle Le Quartier de Lune, le vendredi 27 septembre, dès 21h. Sword, un groupe qui cumule près de 40 ans d'activité dans la musique heavy metal. C'est un rendez-vous au 1096 3e Avenue, Québec, le vendredi 27 septembre, dès 21h. Billets en vente sur lepointdevente.com. Le bar spectacle Le Quartier de Lune. Vous rêvez d'une carrière de vendeur exceptionnelle? Armoire PMM a la solution. Nous cherchons des vendeurs prêts à transformer leurs rêves en réalité. Avec un salaire de base compétitif et des commissions généreuses, vous pourrez gagner entre 150 000 et 250 000 par an. Oui, vous avez bien entendu. Appelez dès maintenant au 88 809 63 13 pour rejoindre notre équipe dynamique. Devenez le vendeur de vos rêves avec Armoire PMM. Jusqu'à 250 000 par an. Les postes vont partir vite. 88 809 63 13. Bonjour Alain Perron en direct de Trévis. Trévis, 4750, boulevard Guillaume Couture à Lévis. On devait fortement faire un tour. Pourquoi? Parce que c'est la grande vente d'ouverture de saison Trévis. Ça veut dire plusieurs opportunités, des offres vraiment uniques, exceptionnelles. Et vous savez que, bon, des prix, les gens en ont, certains compétiteurs. Mais lorsqu'on parle d'un service de première qualité, attentionné, hyper professionnel, on a la chance d'avoir ça ici chez Trévis. On a autant les clients que le personnel est fidèle à l'entreprise. Alors ça veut dire beaucoup. On vous rappelle également que nous avons tous nos produits pratiquement sont faits de façon québécoise, ce qui veut dire que à notre usine de Trévis à Mirabel. Alors, vous venez faire un tour chez Trévis, on va vous expliquer pourquoi la différence ici chez Trévis et vous allez constater assez vite. Un exemple, par contre, on a la piscine hors terre, c'est la nouvelle génération de piscine hors terre. En passant, c'est la Trévis Maverick. Elle est toute équipée et elle est offerte à seulement 3 799 $. À ça, on ajoute un chauffe-eau de 50 000 BTU gratuit. Alors, inimaginable comme prix et comme promotion. Venez faire un tour Trévis-Lévis, CJMD sur place. Merci Alain. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour une excellente émission. J'adore vraiment parce que on reçoit quelqu'un de marque. Je suis très honorée, Louis Galador, de t'avoir encore une fois avec nous. C'est vraiment succulent comme émission, beaucoup d'informations. Puis je pense que Jeff, pour la première fois, tu assistes à l'émission en direct avec lui. T'haïs pas ça, hein? Un peu, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est ça. Oui, c'est certain que c'est pas mon émission. C'est certain qu'il y a beaucoup de questions techniques, mais c'est parce que c'est pas beaucoup de personnes qui ont étudié dans ce domaine-là. Effectivement. Donc, c'est pas évident. Quand tu en parles, des fois, le monde, ils disent « Ah, ouais, mais ils savent pas exactement ce que tu parles. » Puis, donc, c'est bon d'avoir une expertise dans le domaine et puis de vraiment parler des vrais enjeux, là. Effectivement. Et Steve, je ne sais pas si dans Oui. dans quoi tu j'ai un texte encore à lire du prophète Oui. Daniel. Mais avant ça, je voulais revenir sur un commentaire d'un des auditeurs, Yann Bilodeau, qui nous mentionne, comme il est dit au début, il y a juste 10% des textes sumériens de traduits. Il peut y avoir de belles trouvailles dans l'avenir.
Concrètement, il y a sur tout ce qui a été trouvé comme tablette jusqu'à maintenant, il y en a combien qui ont été réellement traduites? En termes de quantité, tu veux dire? Oui, c'est ça. Dans la totalité de ce qui a été trouvé jusqu'à aujourd'hui, il y en a combien qui ont été traduites, soit par toi ou par d'autres interprètes? Par mois, j'en ai pas fait énormément dans l'absolu, parce que c'est des traductions qui s'étalent sur plus de 100 ans, 150 ans pratiquement maintenant. Mais je sais pas, moi j'avais entendu dire à l'époque par ma prof, donc de sumérien, qui me disait qu'on était à peu près à pas plus de 15% de ce qu'on avait trouvé, 15-20%, pas plus. OK, donc il reste encore des choses à savoir qui n'ont pas été encore traduites. Oui, il y a pas mal de choses et qui dorment comme je te disais, dans des musées ou dans des universités qui attendent d'être traduites. Parce qu'il manque des assyriologues, quoi. On ne sort pas des assyriologues à l'appel comme on sortirait, je veux dire, d'autres professions, quoi. Comme des égyptologues? Ouais. Oui, il y a peut-être plus d'égyptologues, mais il y a moins de papyrus que de tablettes. Ah ouais? Oui, il y a beaucoup en termes de quantité, c'est énorme la différence entre les papyrus et les tablettes. Je veux dire, une tablette, je veux dire, quand elle t'arrive, généralement, c'est rigide, alors que le papyrus, il a tendance à être plutôt biodégradable, donc il y a plus de pertes. Oui, tout à fait. Ouais. C'était les iPads de l'année, hein, dans ce temps-là. Le iPad, c'était le même. C'est une roche, pas ouais, c'est ton. Sinon, Steve, vas-y donc. Donc, c'est ça, j'aimerais ça, Louis, si tu es en mesure de nous donner un petit peu un aperçu de qui était le roi Nebuchadnezzar. C'était alors, on parle du 2, hein. Je pense que tu veux parler, c'est le roi de Babylone qui a conquéri notamment Jérusalem, si je me trompe. OK. Donc, oui, parce que le peuple de Nabuchodonosor, il est vers le coup de 1100, il est moins connu. Celui qu'on parle dans la Bible, c'est Nabuchodonosor II. Et là, on est dans les alentours de 600 avant Jésus-Christ. Donc, c'était un grand roi conquérant. Et donc, son fait, on va dire, le plus connu, qui nous est arrivé dans la Bible, c'est donc la prise de Jérusalem. Donc, Nebuchadnezzar, par rapport aux écrits sumériens, akkadiens, on parle à peu près de la même civilisation, des ères plus tard que Gilgamesh, mais on parle similairement de la même civilisation. Oui, alors là, on est dans ce qu'on appelle le renouveau babylonien, donc c'est l'époque néo-babylonienne. Donc, parce que c'est ce que je te disais, tu avais l'époque paléo-babylonienne, donc c'est le premier royaume de Babylone, on est entre 1900 et 1006 à peu près. Après, ça passe sous les Kassites, donc c'est encore un peu, c'est un peu plus, ça s'écoule, on va dire. Mais lui, le néo-babylonien, donc Nabuchodonosor, on est dans les alentours de moins 600 avant Jésus-Christ. Donc, comme je te disais, par rapport à Gilgamesh, on pense qu'il tourne autour de 2006, il y a pratiquement 2000 ans qui se sont écoulés. OK. Donc, je vais lire un passage. C'est énorme, ce qui est énorme, hein, Jeff, hein, quand il pense. Hein, parce que entre Nabuchodonosor II et Gilgamesh, il y a autant de périodes que nous et Jésus-Christ, quoi. Non, exactement. Il y a beaucoup de choses qui ont pu se perdre ou des choses qui ont été interprétées de façon différente. Je vais lire un texte qui vient du prophète Daniel. C'est un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une traduction en français. Le rêve de la statue brisée. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas
le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons, de grand honneur. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent par la seconde fois au roi que Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua, « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé, je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Dieu révèle la signification du rêve à Daniel. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Misaël et Azaria, de ce qu'il s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit les dieux des cieux et il dit, « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartient la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances, renverse les rois et établit les rois. Il donna la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Le colosse aux pieds d'argile. Après cela, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioch, s'empressant d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à Sa Majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchatsar, en lui demandant, « Es-tu vraiment capable de révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation? » Daniel s'adressa au roi et lui dit, « Le secret de Sa Majesté demande aucun sage, aucun magicien, aucun mage et aucun astrologue n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Il a fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je possède une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc au roi la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant.
La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha. Sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisant. Du même coup furent réduits en cendres et poussières le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été, le vent les emportant sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois et qui le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé dans son autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien. Puisse un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et met en pièces, ainsi pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer tient à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. Je vais m'arrêter là parce que le texte est beaucoup plus long encore, mais dans ce texte-là, ce qui a été révélé à Nebuchadnezzar, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà plus vieilles, mais qui ont été mentionnées à même titre que le colosse au pied d'argile? Parce que la période où ça a été écrit, tu dis, ça date de combien de temps? C'est plus récent que Gilgamesh. OK. Donc, est-ce que dans les anciens écrits sumériens et akkadiens, est-ce qu'on mentionnait déjà le colosse au pied d'argile? Non. Honnêtement, j'ai pas de souvenir d'un colosse au pied d'argile dans... Enfin, je dis non. Des textes que j'ai étudiés, moi, je ne me souviens pas de voir un colosse au pied d'argile, honnêtement. Maintenant, le texte de Daniel, c'est un texte un peu qui raconte la chute de Babylone. Je ne suis pas spécialiste de l'Ancien Testament, c'est ce que je te disais avant. C'est un texte là qui est basé là-dessus, mais de mémoire, pour en revenir au cours du professeur Romer, il me semble que cette explication-là, c'est ni plus ni moins que la description de la fin de Babylone, qui justement viendra très peu de temps après le roi Nabuchodonosor II. Donc maintenant, te dire si il y a eu des prophéties qui se sont faites à l'époque néo-babylonienne qui ont prévu la chute de Babylone, j'en ai pas souvenir. Par contre, la chute du royaume d'Akkad, oui, ça, on a des textes qui parlent de la fin de l'empire d'Akkad qu'on retrouve notamment dans des écrits, on va dire, sumériens, qui te racontent, mais on sait que c'est des écrits qui ont été faits justement après la chute d'Akkad et non pas avant. Donc c'était comme pour en gros se rappeler de cet empire qui s'est écroulé du jour au lendemain. Et, enfin, quand j'ai du jour au lendemain, je me comprends. Mais c'est plutôt pour marquer, on va dire, les esprits que tout peut arriver si tu ne respectes pas les lois des divinités.
Bien, justement, il y a dû avoir aussi certaines catastrophes naturelles intenses parce que tantôt, je voulais parler de ça, justement, le texte où on parle de Galgamé, le taureau du ciel. Le taureau du ciel, moi, ça me fait penser à une tornade double avec les cornes, là, parce qu'un taureau, ça a des cornes. Ça me fait penser à ça quand je lis, parce qu'on parle de justement l'eau qui tombe du ciel. Ah, c'est des torrents, c'est torrentiel, des pluies torrentielles. Et que le taureau arrache la forêt, les maisons, peu importe. Ça ressemble étrangement à une tornade. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est là, c'est ce que tu disais, Carole, c'est qu'on rentre dans le domaine de l'interprétation. Il y a certains assyriologues qui ont pensé que le taureau du ciel, la façon comment il arrivait sur Terre, ça pouvait être aussi la description d'une chute d'un objet céleste, ou la mémoire d'un événement de ce genre, comme il se peut aussi que ce soit un événement qui décrit, on va dire, on est purement dans un aspect mythologique. Et donc les forces qui sont représentées sont les forces du vent, les forces, comme tu dis toi, des flots qui tombent sur la Terre. Donc ce sont aussi certaines formes de chaos qui se déchaînent, on va dire, sur la ville d'Uruk, qui sont mentionnées. Mais on rentre bien, comme je te dis, dans une interprétation. Et le problème, c'est que en tant qu'épigraphiste, moi, je reflète, si tu veux, les mots qui sont utilisés par le scribe, mais derrière, il y a tout un travail qui doit se faire aussi de culture, on va dire, mésopotamienne, que malheureusement, on a aussi on a des lacunes sur certains points et on ne peut avancer que certaines hypothèses. Donc, il est évident, en tout cas, comme disait Steve auparavant, que le combat de Gilgamesh avec le taureau du ciel rappelle sûrement un événement, on va dire, cosmique. Ça c'est évident. Ben, du moins, c'est ça. C'est ce que moi, j'interprète, ce que je vois, la façon dont il est question, parce que ça dit que le taureau touche le sol, arrache tout sur son passage. Ça ressemble étrangement à une tornade. Mais c'est ça. Donc, il y a tellement mais il y a tellement de trucs qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a même pas épluché la moitié du livre. Juste en partie. Ben, c'est ça, juste en partie. Mais c'est fort intéressant. Donc... Pardon? Je disais, on peut faire une prochaine émission sur la deuxième partie du livre, au pire. Oui. Oui, ce coup-là, on pourrait parler justement du taureau du ciel et de d'autres, parce que tu as d'autres livres aussi que tu as écrits. Tu voulais dire quelque chose? Oui, de quelle façon on peut se procurer ton livre? Parce que nous, tu nous l'as gracieusement envoyé pour qu'on puisse le lire, mais pour nos auditeurs qui voudraient se le procurer, parce que ce n'est pas ton seul livre non plus, de quelle façon peuvent procéder pour pouvoir en faire l'achat? Alors moi, je passe donc je suis publié par KDP qui appartient à Amazon. Donc vous avez le seul moyen de pouvoir l'acheter, c'est de passer par Amazon Canada pour nos amis du Québec. Parfait. Amazon Canada ou sur ton site louisgalador.com? Oui, mais ça vous renverra d'une manière ou d'une autre sur Amazon. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Et puis là, c'est ici que l'émission s'achève, même qu'on défonce l'émission de Jeff. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été là encore une fois. Oui, merci. Ça va prendre une quatrième fois, peut-être. Hein? Je ne sais pas. Ça va peut-être aller à l'automne prochain parce qu'on est quand même pas mal bookés. Mais je garde ça en réserve, par exemple, pour l'idée. Je n'haïs pas ça, franchement. Et merci d'avoir été là. Merci, Jeff, pour les questions pertinentes que tu as posées. Bon, merci. Puis merci à Louis pour être ici. Merci, Steve, pour la co-animation. C'est super. Même si tu es là-bas, tu as tout préparé d'avance. Fait que tout comme d'habitude. Comme un grand garçon. Ben oui, j'avais tout cru dans le bec. Il me restait bien qu'à rentrer. Puis merci, bonsoir. Merci encore une fois. La vidéo va être diffusée dans 2 semaines environ. Permettre le temps aux gens d'aller écouter le podcast pour commencer. Ça, on ne le répétera pas assez souvent. Dans 2 semaines, pas avant. Merci encore et bonne semaine à vous tous et toutes.
Nous, on va avoir l'émission de Jeff Benoît live tantôt, dans quelques instants. D'ailleurs, Jeff, on embarque sur ton, sur ton temps d'antenne. Bon, tu commences 3 minutes en retard. Non, donc, correct, là. Écoute, c'est un sujet tellement fascinant. Puis on voit Steve, il est tellement concentré sur ça. Moi aussi, j'adore des affaires de même. Ça fait penser, ça me fait développer. Puis en même temps, on s'essaie de se trouver. Oui, mais Steve a beaucoup, il étudie beaucoup dans ces ça affaires-là. paraît. Il fait beaucoup de recherches. C'est très, très intéressant. Donc, merci encore une fois, Louis. On se reprend à l'automne prochain, tiens. C'est correct? Ça marche. Oui, parfait. Ça marche. Merci à Louis. Merci aux Merci auditeurs. beaucoup. Merci. Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. Restez là pour l'émission de Jeff Benoît dans quelques instants dans Zone Parallèle, Zone Insolite. Bye! Bye. Salut tout le monde. Bye-bye. L'alternative radiophonique CJMD 96. Ameublementfort.com, livraison d'électro neufs et usagés